Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK, l'américain, et j'ai envie d'arriver à 100 kilos d'ici la fin de l'année. Et moi je suis Fanny Cotin, diététicienne nutritionniste, c'est moi qui l'aide. Nous allons parler en toute simplicité de ce sujet parfois complexe. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content, comme toujours, d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny! Salut Thierry, comment tu vas? Très bien, merci. On a un super épisode aujourd'hui parce qu'on va faire un épisode FAQ, comme on dit en anglais. Donc, Frequently Asked Questions, un épisode questions-réponses. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont posé des questions, c'est vraiment sympa. Et on y va direct, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on est parti. Moi, je pense qu'un très bon moyen de démarrer, c'est Vincent qui nous a posé la question, tout simplement, pourquoi perdre du poids? Ouais, c'est une bonne question. Alors pourquoi perdre du poids? En fait, il n'y a pas de nécessité à perdre du poids, effectivement. Je dirais que la seule peut-être nécessité, c'est si vraiment on est dans un poids qui met en jeu la santé ou qui provoque des maladies type diabète, hypertension, etc. Donc là, effectivement, il y a une vraie nécessité santé à perdre du poids. Après, si on est simplement en surpoids, même en obésité modérée et qu'on est bien dans son corps et qu'on se sent bien avec soi-même, alors non, il n'y a aucune nécessité de perdre du poids. C'est vraiment plus une question santé, en fait, ou douleur articulaire, etc. D'accord. Mais, voilà. Ça me fait penser tout au début, en fait, où tu avais dit, pour que quelqu'un vienne te voir, il y a un vrai besoin mental, il y a un besoin de faire quelque chose. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'était mon cas pour moi. Et ce que tu dis là, en fait, il faut que ça se ressent, le besoin. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui sont en surpoids sur le papier et qui en fait sont hyper bien dans leur corps. Et dans ce cas-là, il n'y a vraiment aucune nécessité à vouloir perdre du poids. Parfait. Il y avait Thomas qui m'a posé la question. Est-ce que ça marche d'aller voir un diététicienne? Est-ce que c'est difficile à être suivi? Donc, en fait, moi, je pense que c'est à moi de répondre à celle-là. Bah oui, moi, je ne peux pas répondre à ça. Pour moi, est-ce que ça marche? Moi, je vais dire oui, pour moi. L'effet d'avoir un avis externe, une oreille externe, c'est vraiment intéressant. C'est important, en fait, parce que parfois, il y a des choses qu'on sait. Mais l'effet de les dire à quelqu'un d'autre, en fait, ça le fait sortir et le mettre sur la table. Et ça, c'est très bien. Et aussi d'entendre qu'on n'est pas forcément toute seule et que d'autres personnes vivent les mêmes choses, ça, c'est important aussi, je trouve. Donc ça m'a fait du bien et c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce podcast. Après, est-ce que c'est difficile d'être suivi? Je dirais non et oui. Dans le sens que non, dans le sens que nous on n'a pas fait un plan de diète, qu'est-ce qu'il faut manger tous les jours, je pense qu'on va en reparler avec, plus loin, mais il faut être prêt pour travailler sur soi, en fait. Et donc là j'étais prêt à ce moment-là pour le faire, pour faire ce travail-là, parce que parfois ça peut nous envoyer dans des endroits un peu difficiles. Il y a des questions qui sortent, tu as tendance de poser des questions qui sont pas forcément toujours faciles, et c'est pas une mauvaise chose, mais il faut juste être capable d'y aller, personnellement. On va dire, pourquoi tu fais ça? Tiens, c'est une bonne question. Pourquoi j'ai tendance à manger quand je suis malheureux? Ok, en fait, il faut être capable d'aller un petit peu plus loin et creuser ce côté-là. Oui, je peux pas dire mieux. Tu as très très bien résumé la chose. C'est vrai que il faut effectivement être... C'est pas difficile en soi, mais il faut être prêt à aller un petit peu en profondeur en soi, quoi. Donc ça revient à un commentaire que tu as eu où il y avait quelqu'un qui a dit mais en fait vous faites que de parler vous et vous donnez rien de concret, vous donnez pas un plan, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est une bonne remarque. Oui, c'est vrai en fait. C'est que je pense qu'il y a un décalage entre ce qu'on a en tête d'un accompagnement diète avec un plan alimentaire, des quantités, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça, et ce que moi je propose, et je dis moi, mais je suis absolument pas la seule à avoir cette approche chez les diététiciens. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant qui travaillent de cette manière, c'est-à-dire il n'y a pas une bonne manière de faire, c'est plutôt on apprend à savoir comment on fonctionne, pourquoi on fait les choses, prendre du recul sur soi-même, et ensuite on trouve
ces réponses pour soi-même, en fait, hein. Et donc, d'où cette impression qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de concret. Parce qu'en fait, effectivement, il n'y a pas une réponse unique à apporter. Et c'est bien ça, toute la difficulté de notre travail. S'il y avait une seule réponse qui marchait pour tout le monde, tout le monde pourrait faire ce boulot. Et puis, ça serait dans tous les magazines. Et il y aurait une solution unique et ce serait réglé, quoi. Voilà. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, si on allait vers des questions un peu plus précises alors. Allons-y. Donc il y a Delphine qui nous pose la question, comment repartir des viandes rouges et des poissons dans la semaine? Combien de fois est-ce que je peux les manger? En quelle quantité? Alors, bon, ça, effectivement, c'est une question très précise. Donc, je vais essayer de vous répondre précisément. Il y a un site qui est super intéressant et qui est vraiment bien fait. Je crois que je l'ai déjà évoqué dans un épisode précédent. C'est le site mangerbouger.fr, hein. C'est vrai, c'est le site du gouvernement, hein, du PNNS, donc Programme National Nutrition Santé, qui est vraiment, vraiment très agréable à regarder et sur lesquels il y a vraiment toutes les réponses concrètes à ce genre de questions. Donc, les recommandations du PNNS sont 500 grammes de viande rouge, entre guillemets, c'est-à-dire viande porc, bœuf, veau, mouton, agneau et abats, 500 grammes par semaine, et le reste, volaille. Voilà, choisir plutôt de la volaille, donc de la viande blanche, 500 grammes par semaine de, entre guillemets, viande rouge. Et pour le poisson, ce sera environ 2 fois par semaine. Voilà, donc là, c'est des conseils PNNS, hein, donc à adapter ensuite, j'aurais envie de dire, à votre fonctionnement, à vos envies. Toujours la même chose, hein. Il y a une trame, maintenant, c'est quand même à adapter à chaque personne. En fait, c'est pas mal parce qu'en fait, ça fait environ 4 burgers par semaine, hein, donc ça va pour moi, et 2 fish burgers. Donc, ça va très bien. Parfait. C'est vrai que c'est rien qu'entre nous deux, hein, c'est intéressant parce que toi, ça te semble une bonne quantité et moi, ça me semble juste énorme en fait. Ah ouais. 500 grammes de viande rouge par semaine, je les mange pas, c'est sûr. Donc voilà, donc c'est en ça que c'est adapté à chaque personne et à voilà, et aux habitudes. Mais effectivement, la trame générale est celle-là. Oui, d'accord. Et je sais, ma femme, elle essaie de faire que une fois par jour de la viande. Est-ce que ça paraît correct, ça? Oui, oui, ça me paraît correct. Il y a pas de souci, ouais, il y a pas de souci. D'accord. Parce que pour moi, en fait, c'était assez étonnant quand elle m'a dit ça. Au début, je dis, mais non, parce que j'avais l'habitude de manger au moins 2 fois par jour de la viande, si c'est pas 3, même avec le petit-déj, surtout le week-end. Donc un peu mon style à manger un peu américain quand même. Ça peut être une vraie portion de viande ou de poisson par jour, et puis par exemple le soir, une petite portion, soit un œuf, soit voilà, quand même qu'il y ait un petit apport en protéines, des produits laitiers, ou voilà. D'accord. C'est pour avoir un apport suffisant en protéines. Donc il y a Arnaud qui a une question par rapport à l'eau. Il demande mais en quelle quantité est-ce que je dois boire de l'eau? Que je bois comment dans la journée? Est-ce que je le répartis dans la journée? En quelle quantité? Oui, alors là pareil, hein, les recommandations, c'est on dit à peu près 1,5 litre d'eau par jour. Donc là, c'est vraiment un apport qui vient en plus de l'alimentation. C'est vraiment 1,5 litre de liquide qu'on boit, donc c'est-à-dire soit de l'eau, soit de l'eau pétillante pour les gens qui la supportent bien, soit du thé, de la tisane, du café. Alors bien sûr, pas boire du café, pas 1,5 litre de café par jour, hein, c'est peut-être pas l'idéal. Mais voilà, disons que c'est ce genre d'eau. Et ensuite, le reste est apporté normalement par l'alimentation, parce que les aliments sont quand même riches en eau, notamment les légumes. Et donc, il y a une partie de l'apport en eau qui se fait via l'alimentation. Mais effectivement, l'apport, on va dire, en plus, c'est à peu près 1,5 litre. Maintenant, je sais que la personne qui nous pose la question est très sportive. C'est vrai que dans le cas où il y a une dépense énergétique liée à du sport qui est importante, alors il faut augmenter la dose, quoi, hein. Il faudra peut-être boire, je sais pas, 2 litres, 2 litres et demi. Et c'est vrai que si vous vous relevez la nuit pour boire des quantités importantes d'eau, c'est probablement que dans la journée, il n'y en a pas eu assez. Donc il faut essayer vraiment d'augmenter la quantité d'eau consommée par jour, notamment en essayant peut-être de fractionner plutôt, au lieu de boire des grosses quantités et que ce soit pas forcément confortable au niveau de l'estomac. Vous dire j'en bois un verre d'eau au lever, ça peut être une bonne idée, hein, effectivement. Et puis après boire des verres d'eau un petit peu répartis tout au long de la journée, quoi, ou une tisane, ou voilà. Donc Arnaud et Fan, ils avaient aussi une question sur l'effet d'être végétarien. Est-ce qu'il y a une incidence sur la perte du poids? Est-ce qu'il y a des légumes ou crudités à éviter au niveau des digestions ou ballonnements?
Alors là, on touche à 2 sujets différents puisqu'il y a une question, perte de poids et une question, digestion. Alors, pour la perte de poids, je dirais que non. Il n'y a pas forcément d'incidence. Enfin, c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on va forcément perdre du poids. Maintenant, comme on va probablement augmenter la part de légumes dans son alimentation, bah souvent ça va remplacer peut-être des aliments un peu plus riches, un peu plus oui, un peu plus caloriques et donc peut-être que pour certaines personnes, ça peut avoir un effet de perdre un peu de poids, mais enfin c'est non, c'est pas, il y a pas vraiment de lien en fait, hein. On peut être végétarien et être en surpoids ou être végétarien et ne pas perdre de poids. Il n'y a pas de lien. Lié à la quantité toujours. Voilà, c'est ça, c'est qu'on en revient toujours à cette histoire de quantité. Je dirais que, petite parenthèse, quand on est végétarien, vraiment, il faut être très attentif à consommer suffisamment, encore une fois, de protéines. Donc, les œufs, hein, qui sont une source complète de protéines pour les personnes végétariennes, les produits laitiers, toujours, et les légumineux, donc lentilles, pois chiches, pois cassés, etc., à mélanger avec des céréales, blé, riz, avoine, etc., qui vont là permettre d'avoir un apport complet en protéines. Donc là, c'est plus l'aspect santé, mais pour avoir un maintien de masse maigre suffisante. Et pour l'aspect digestif, c'est-à-dire est-ce que quand on est végétarien, il y a des légumes à éviter? Alors là, encore une fois, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui sont sensibles au niveau des intestins et ces personnes-là, c'est sûr que si elles ne consomment que des légumes, notamment des crudités, elles vont avoir des gaz, des ballonnements, éventuellement de la diarrhée. Voilà, c'est pas très glamour tout ça, mais voilà, ça fait aussi partie du métier. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de répondre parce qu'il y a des listes entières, hein, de fruits, de légumes plutôt à éviter ou plutôt à consommer quand on est sensible au niveau des intestins. Donc voilà, je ne peux pas faire la liste comme ça. Mais effectivement, les légumes peuvent être assez irritants, tout comme les lentilles, les pois cassés, les pois chiches dont je viens de parler avant, qui peuvent être très irritants au niveau des intestins et faire mal. Pour certaines personnes, c'est le lait ou le pain aussi. Donc, je pense que ça dépend de la personne. C'est ça. Il y avait Sylvie aussi qui demandait, vous parlez de écouter sa faim, ok, mais est-ce qu'il y a des risques pour sauter un repas ou est-ce que c'est ok de faire plusieurs petits repas dans la journée? Alors, il n'y a pas de risque à sauter un repas si on n'a pas faim. Si le corps il demande rien, que vous êtes bien, que voilà, vous mangez pas, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, cette question est intéressante parce que on voit que la dernière fois, je sais plus si c'était le dernier épisode ou celui d'avant, mais tu m'as parlé du jeûne intermittent. Et dans le cadre du jeûne intermittent, personne ne se pose la question. On saute le petit-déj, là, ça ne pose aucun problème. Par contre, sorti de ce cadre-là, il y a cette angoisse de oh, mon Dieu, si je saute un repas, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose en fait. Hein. Que vous le fassiez parce que dans votre tête, vous êtes en jeûne intermittent ou que vous le fassiez parce que vous n'avez pas faim, la conséquence, elle est exactement la même sur le corps. Après, donc c'est vrai que si vous n'avez pas faim, non, il n'y a pas de raison de vous inquiéter de ne pas amener à manger à votre corps si vous n'avez pas faim. Donc vous pouvez très bien sauter un repas. Moi, ça m'arrive régulièrement de ne pas prendre de petit-déj parce que j'ai pas faim. Et il n'y a pas de souci, j'ai pas de coup de barre, j'ai pas de coup de mou, tout va bien, quoi. Surtout après un week-end comme celui que je viens de passer où j'ai mangé des gâteaux et des frites quasiment à tous les repas. Donc bon, voilà, pas de stress. Maintenant, il y a aussi une notion très culturelle à tout ça. Hein, nos 3 repas, plus le goûter, voilà, c'est français. C'est vrai que le rythme alimentaire est intéressant parce que le risque de sauter un repas peut être d'arriver dans une sensation de faim trop intense au repas suivant et donc d'avoir du mal à gérer ou d'être dans la recherche d'un aliment qui soit très énergétique très rapidement. Donc, c'est-à-dire que du coup, naturellement, on va s'orienter vers du pain, du fromage, des gâteaux apéro parce qu'en fait, si on a trop faim, on va chercher quelque chose de rapide. Des médias, ouais. Voilà, donc ça, c'est le risque de sauter un repas, mais c'est pas ce qui se passe à chaque fois. Hein. Donc voilà, on dit toujours oui, en France, on a 3 repas et c'est ça qui permet de ne pas prendre trop de poids. Je peux comprendre effectivement dans l'absolu cette logique de dire si je suis à mon poids d'équilibre et que je mange d'une manière régulière, comme ça j'évite ces grosses sensations de faim qui sont difficiles à gérer. Maintenant, si on est un peu au-dessus de son poids d'équilibre et donc que le corps est en besoin d'un léger déficit calorique, alors c'est tout à fait
tout à fait normal de pas forcément avoir faim à tous les repas ou d'avoir juste besoin d'une toute petite quantité ou d'une petite salade ou d'une salade de tomates. Voilà, ça, c'est pas surprenant plus que ça. En fait, oui, moi, je trouvais ça une bonne question parce qu'il y avait un moment dans ma vie où j'ai suivi un espèce de diet plan, un truc d'exercice où il fallait manger 4-5 fois par jour. Et en fait, c'était beaucoup, je trouvais, parce qu'il fallait manger presque tous les 2 heures. À la fin, je voulais plus manger, en fait. Même si c'était équilibré et tout ça, mais c'était juste, ça devenait pas drôle, en fait, de manger 4-5 fois par jour pour suivre ce plan-là. Mais il y a Fan qui a une très bonne question qui est est-ce que manger à des heures fixes est un facteur important? Donc moi, j'aimerais bien donner mon avis là-dessus en tant qu'Américain. C'est que je parlais de ça avec ma famille hier soir. En fait, aux États-Unis, on est quand même 69% des personnes aux États-Unis sont en surpoids. Donc qui est incroyable quand même. Et en fait, le pourquoi, ça vient aussi qu'on peut manger à n'importe quel moment, que tous les McDo et tous les restaurants sont ouverts partout, tout le temps. Et on peut manger ce qu'on veut, quand on veut. Et en fait, en France, on a cette habitude de s'asseoir en famille et toutes ces bonnes choses. Et c'est un truc à pas perdre, parce que aux États-Unis, on n'a pas de tout. C'est que dès qu'on a faim, on mange. Et même si on n'a pas réellement faim. Et il y a ça aussi. Par exemple, à Lyon, une fois, il était 14 heures, on cherchait à manger, mais en fait, c'était trop tard. Les restaurants fermaient à 14h30, on ne pouvait plus manger dans un vrai resto parce que tout fermait. Et aux États-Unis, c'est impossible de ne pas manger à 14 heures, c'est inconnu. Donc, c'est une bonne chose, moi, avec mon avis un peu américain, je dirais que c'est vraiment une très bonne chose, ça. Oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire et je peux que aller dans ton sens. Si tu compares avec les États-Unis, clairement, il y a une offre permanente d'aliments et d'aliments ultra caloriques et ultra transformés. Mais le problème, il est surtout là, en fait. Parce que l'offre permanente, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui nous écoutent, probablement, qui sont déjà allées en Asie. En Asie, il y a aussi une offre permanente, je veux dire, dans la rue, en Thaïlande, par exemple. Il y a des petits vendeurs de partout qui vendent des fruits, des ananas. On peut s'acheter un peu de riz, un peu... Tout le temps, toute la journée, partout. Mais c'est pas c'est pas les mêmes aliments. Donc le problème, c'est pas de manger, d'avoir une offre permanente, c'est ce qu'on mange dans cette offre permanente. Donc c'est vraiment, c'est toujours pareil, hein. C'est une question de choix alimentaire et de calories que ça amène. C'est sûr que si on compare s'acheter, je sais pas, un bout d'ananas dans la rue en Thaïlande ou s'acheter un double cheeseburger aux États-Unis dans la même situation, ben oui, forcément, le cheeseburger va apporter beaucoup plus de calories et donc potentiellement amener une prise de poids sur le long terme, beaucoup plus que les fruits qu'on va trouver en Thaïlande. C'est intéressant ça, parce que je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça sur le podcast, mais quand je suis venu en France, je pesais plus de 300 pounds. Donc je ne sais pas, il faut que je fasse le calcul pour voir ça en kilos, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup. Et en fait, je me suis interdit 2 choses. Un, c'était McDo, fast-food en général. Je me suis interdit le fast-food pendant, je pense, 2 ans. Et l'autre, c'était, j'habitais dans une chambre de bonne, j'habitais chez mon oncle et ma tante pendant 1 an, et j'habitais dans une chambre de bonne sur le 5e ou 6e étage sans ascenseur. Et donc, en fait, je ne me permettais pas d'avoir de la nourriture dans ma chambre. Et parce que là, si vraiment il fallait avoir super faim pour descendre les 5-6 étages pour chercher à manger, pour remonter les 5 ou 6 étages, et là, il fallait vraiment avoir faim. Donc ça, c'était assez sympa. Donc ça, je me forçais de manger que avec ma famille. Et surtout, cette idée de ne pas avoir la nourriture chez moi, ça veut dire aussi que je n'ai pas mangé le soir, je n'ai pas grignoté, en fait. Et ça, toute seule, j'étais plus jeune, j'avais 25-26 ans, ça m'a aidé à pas mal perdre aussi, aussi de retrouver un peu d'équilibre là-dessus. Donc, tout ça pour revenir à la question, est-ce que manger à des heures fixes est un facteur important? Pour moi, je dirais oui. Oui, pour les personnes qui sont un peu dans des habitudes, entre guillemets, de malbouffe, alors oui, bien sûr, se fixer sur les 3 repas par jour, équilibrés, etc., ça va être un facteur d'amélioration de la santé et de perte de poids. Mais c'est vrai que voilà, moi j'aime bien toujours avoir ce petit côté de recul et de dire, oui, c'est un facteur dans ce contexte. C'est vraiment toujours de contextualiser les situations. Oui, dans ton contexte à toi, oui, c'était bien, c'était une bonne idée, ça t'a aidé à perdre du poids. Maintenant, peut-être qu'un Japonais, par exemple, qui a l'habitude de manger des toutes petites quantités, vous le faites venir en France et vous lui servez des plats, même 3 fois par jour, comme nous on mange, il va prendre du poids. Ouais, entrée plat dessert, ouais. Donc okay. Voilà, c'est très contextuel en fait. D'accord, ok. Petite question pour moi, en fait. Est-ce que toi, tu as des clients, parce qu'on parle beaucoup de surpoids, est-ce que tu as des clients qui ne sont pas en surpoids?
Oui, oui, ça m'arrive. J'ai des personnes qui viennent juste pour se sentir mieux, hein, refaire un peu un point. Il y a tout ce qui est les notions plus de sensibilité au niveau des intestins, hein, donc voilà, ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Et puis après, il y a quand même des personnes qui ne sont pas disons, pas en obésité, qui peuvent être en très léger surpoids, voire qui ne sont même pas en surpoids et qui viennent quand même me voir pour perdre du poids. Ça arrive aussi. Donc là, voilà. Après, ça, c'est un travail au cas par cas, quoi, hein. Voir le pourquoi du comment. Je pense que c'est une question qu'on va en revenir vers la fin de l'épisode pour dire, il y a beaucoup des choses qu'on est en train de voir aujourd'hui qu'on peut carrément faire un épisode complet. C'est vrai qu'on va un peu vite, mais sur certains sujets, mais c'est vrai qu'il y a des sujets on peut vraiment creuser plus en détail. Chaque question pourrait faire un épisode. C'est ça. Oui, il y avait une question de Gauthier après notre épisode 8, je pense qu'on a parlé de combien je mange sur Twitter. Il nous a dit du fromage de la taille d'une pouce pour un repas. Est-ce que c'est pas juste la première bouchée? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Oui, c'était une remarque sympa. Alors, ça fait référence à l'épisode où effectivement on disait qu'on pouvait évaluer un petit peu les quantités qu'on mangeait en fonction de la taille de la main. Vous pourrez réécouter, hein, c'était l'épisode 8, effectivement. Donc non, il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a pas d'erreur dans le contexte où on parle d'un repas complet, avec entrée, plat, donc plat avec féculents, légumes, protéines, fromage, pain, dessert. Donc dans ce cadre-là, oui, le morceau de fromage, la taille du pouce, c'est suffisant. Effectivement. Maintenant, si vous vous dites, moi j'adore le fromage et je veux me faire un repas salade, fromage, pain, vous pouvez manger plus de fromage que juste un petit morceau comme le pouce, quoi. C'est toujours une question de situation, hein, au final. C'est pénible, je suis désolée, j'arrive pas à vous faire des réponses vraiment formelles et uniques, hein, voilà, mais effectivement, ça dépend de la situation. Donc oui, dans un repas complet, il n'y a pas besoin de manger un gros morceau de fromage. Ok, désolé Gauthier. On a parlé de fromage, mais là, il faut parler de vin. Donc là, je pense que c'est une question de mon équipe de rugby. Quelqu'un me dit, le vin rouge est-il le meilleur pour picoler sans prendre du poids? Le vin rouge avec le fromage, ça va bien, hein. Pardon, je m'égare. Alors, le vin rouge, c'est un alcool. Donc, à concentration d'alcool égale, il est tout aussi calorique que le vin blanc. Je vous donne un exemple là que j'ai sous les yeux. Vous pouvez tout à fait trouver sur Internet, hein, les calories de l'alcool. Si vous prenez un verre de 12,5 centilitres de vin rouge, ça fait à peu près 105 kilocalories. Et si vous prenez la même quantité de vin blanc, ça fait 103 kilocalories, donc pareil. Et si vous prenez une bière de 25 centilitres, ça fait 108 kilocalories. Voilà, donc en fait, c'est tout à peu près égal. En fait, c'est une question de concentration d'alcool. Par exemple, un petit whisky, si vous prenez 4 centilitres de whisky, donc qui est une petite quantité, ça va faire 87 kilocalories. Donc voilà, c'est l'alcool qui amène les calories. Et donc, c'est une question de degré d'alcool et de quantité. On revient sur les quantités. Je sais que pour moi, 25, un demi de bière, j'ai jamais vu ça avant de venir en France. Il m'a donné un demi. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc? On a l'habitude des pints. Donc, bon, là, je suis en petit pause l'alcool quand même parce que, bon, j'ai envie de perdre. Donc, je sais que la bière, ça m'aide pas du tout. Et j'avais déjà parlé quelque part, mais c'est pas forcément juste parce que c'est de calories en plus, mais aussi c'est juste, c'est un dynamique. Quand je bois, je vais manger plus. Et c'est pas forcément dans la bonne dynamique pour moi. Tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, l'alcool, dans un contexte festif, il n'y a pas de souci, ponctuel, etc. Maintenant, ça fait vraiment des calories qui s'ajoutent très rapidement, hein, puisque si vous vous dites, allez, dans ma journée, je prends une bière et 2 verres de vin, ça fait déjà 300 kilocalories tous les jours qui viennent en plus juste par ces boissons-là. Allez, question de Vincent qui demande, que pensez-vous des compléments alimentaires? Alors, les compléments alimentaires dans la perte de poids, donc les compléments alimentaires, ce serait plus une question santé, à la limite. Voilà, est-ce que vous manquez de certaines vitamines, de certains minéraux, etc. Et puis du coup, on les amène par des compléments alimentaires. Maintenant, sur l'aspect perte de poids, moi, je dirais qu'il n'y a pas forcément un gros impact. Il y a certaines structures dont je ne citerai pas le nom qui vont vous proposer de prendre des plantes en complément pour faire un effet coupe-faim, etc. Peut-être. Maintenant, il faut essayer de ne pas compter que là-dessus. Après, la chose sur laquelle ça peut agir, c'est si vous avez des carences, notamment en fer.
Vous pouvez avoir des envies de manger qui sont un peu récurrentes. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous rassasier parce qu'en fait, il vous manque le fer et donc votre corps, il continue à chercher en permanence ce qui lui manque. Et donc, si vous répondez à ce besoin par un complément alimentaire, le corps, il sera moins dans cette recherche permanente d'un aliment qui pourrait répondre à ce besoin. Et donc, potentiellement, vous allez vous sentir mieux, plus rassasié. C'est vrai avec d'autres minéraux ou vitamines. Ça revient à la question de Fan qui demande comment faire la part des choses entre un vrai besoin d'un apport alimentaire, parce qu'il y a un gros coup de barre, et une demande, on va dire, une nourriture doudou. Alors oui, c'est proche sans vraiment l'être, mais le vrai coup de barre, bah, effectivement, il va déjà probablement, on va peut-être ressentir quelque chose d'un peu physique. Après, voilà, ça c'est à définir pour chacun. Mais surtout, on va probablement avoir envie d'aliments qui sont vraiment nutritionnellement intéressants. On va avoir envie de, entre guillemets, vrais d'aliments qui sont vraiment nutritifs, avec un vrai plat, salé, etc. L'aspect plus envie émotionnelle, souvent va se traduire par des envies d'aliments plutôt doudous, plutôt sucrés, gras, voilà, des aliments réconfortants, quoi. Je dirais ça comme ça. Je voulais juste partager une expérience personnelle avec les compléments alimentaires. Aux États-Unis, j'avais 23-24 ans, je voulais me muscler, être bien fort et tout. Et donc, je commençais à prendre du protéine, des protein shakes, comme on fait aux States. Mais en fait, il y avait quelqu'un dans mon entourage qui me disait, mais pourquoi tu fais ça? En fait, ça va faire que te grossir parce que je ne faisais pas assez de sport pour vraiment avoir besoin de boire un shake de protéines par jour. Donc, il faut vraiment être suivi à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui se vendent et on peut très facilement penser qu'on a besoin de quelque chose, mais je pense que quand même, ça serait bien d'avoir un avis d'un professionnel vraiment sur ça. Oui. Après, c'est vrai que les protéines, c'est encore un peu autre chose. C'est pour cette prise de masse. Hein. Donc ça, effectivement, c'est à évaluer au cas par cas et à calculer précisément. Juste, cette question me fait aussi penser qu'il y a toute une... Alors moi, je suis absolument pas professionnelle de ça, mais il y a toute la micronutrition qui vraiment travaille sur ces aspects des micronutriments, donc des minéraux, des vitamines, etc., qui peut des fois répondre à certains besoins ou manques du corps. Après, l'aspect perte de poids en lien avec ça, pour moi, elle est pas du tout avérée. Par contre, sur l'aspect santé, bien-être, ça peut, voilà, il peut des fois y avoir des petits déficits qui font qu'on n'est pas au top, quoi. Donc voilà, mais ça, c'est absolument pas ma spécialité. Il y a des formations vraiment spécifiques là-dedans. D'accord. Bon, pour prendre du masse, j'ai pris du masse. Allez, il y avait plusieurs personnes qui ont posé une question intéressante, c'est par rapport à quand est-ce que ça bascule, donc ce côté nourriture, on est en train quand même de regarder notre relation avec la nourriture, et quand est-ce que ça va basculer vers un besoin de voir un psychologue ou d'aller un peu plus loin. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait voir, c'est vraiment une discussion importante et longue à avoir. Donc je pense qu'on va voir ça dans un épisode complètement à part. Oui, on peut pas survoler cette question. C'est assez fondamental. Voilà, moi c'est en partie mon rôle de prendre conscience à quel moment j'arrive à ma limite en tant que professionnel, voilà, de santé, et puis à quel moment il est temps de passer la main à notamment un psychologue, effectivement. Voilà, ça c'est par expérience aussi que ça se fait, mais c'est un vrai sujet. Et toi, tu avais un petit truc à ajouter par rapport à des différents types de faim? Oui, je me fais régulièrement un peu reprendre par mon mari qui me dit: «Mais comment ça se fait que t'aies pas encore parlé des 8 fins?» Alors effectivement, il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus. C'est effectivement un moyen de déterminer ce qui nous pousse à manger. Voilà, avec 8 types de faims différentes. Je vous garde la surprise, je vous raconterai ça plus tard. Ben, parfait. Écoute, merci à tout le monde pour toutes les questions. Merci à toi, Fanny. Donc, pas de petite graine aujourd'hui, mais, mais je voulais vous laisser avec un petit conseil musical. Donc, en fait, parfois, il faut être un peu tranquille et cool. Et la meilleure musique pour ça, c'est quand même du reggae. Ah ouais. Donc, je vais vous parler d'un groupe de Franche-Comté, de reggae, qui s'appelle Mystical Fire. Donc, vraiment à creuser, à chercher. C'est vraiment sympa. Un peu de roots reggae, ça fait toujours du bien. Et petit shout-out à Martin, mon cousin, qui aussi a fait le générique de notre épisode. Oui, c'est chouette. Allez, à très bientôt, Fanny. À bientôt, Thierry. Peut-être vous avez noté que nous avons changé un peu de look, donc je voulais dire un grand merci à Myriam de Atelier Crayon qui nous a aidé avec ça. Merci beaucoup Myriam, vous pouvez le suivre sur Instagram.
Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu. Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts. Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero. On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Allez, à la prochaine.